Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, on commence le cours. Alors, désolé pour ce décalage horaire en raison des problèmes techniques. On va voir aujourd'hui les tumeurs épithéliales. C'est faible. Et comme ça, vous m'entendez? Comme ça va? Ça va? D'accord, on commence. Alors, on va traiter aujourd'hui les tumeurs épithéliales. Très bien, merci. Alors, les tumeurs épithéliales, notamment bénignes et malignes. D'accord? Alors là, juste un petit rappel. C'est quoi une tumeur épithéliale? Alors, c'est une tumeur qui se développe aux dépens des épithéliums. Alors, ces épithéliums se trouvent soit au niveau des organes creux, c'est-à-dire le revêtement qui recouvre les organes creux, notamment l'arbre bronchique, c'est-à-dire l'appareil respiratoire, le tube digestif et l'appareil urogénital. Ou bien les épithéliums qui se trouvent au niveau des organes pleins, notamment le foie, le pancréas, le rein, le sein et la prostate. D'accord? Alors, il faut tenir en tête que la terminologie ou bien la dénomination de ces tumeurs est variable en fonction de l'épithélium ou bien de la cellule qui a donné naissance à cette tumeur. D'accord? Et on appelle papillome toute tumeur bénigne qui se développe aux dépens des épithéliums malpighiens, carcinome épidermoïde quand c'est malin. Aux dépens des épithéliums glandulaires, on parle d'anadénome quand il s'agit d'une tumeur épithéliale glandulaire bénigne, d'anadénocarcinome quand c'est malin, des papillomes quand on parle, quand on a une tumeur bénigne qui se développe aux dépens d'un épithélium urothélial, c'est-à-dire un épithélium transitionnel qui recouvre la paroi de l'appareil urologique, notamment la vessie et les uretères, d'accord? Et d'un carcinome urothélial quand c'est malin, d'accord? Alors, vous faites, quand vous ne comprenez pas, des questions au fur et à mesure, d'accord? Parce que jusque-là, c'est clair. C'est clair? Oui, madame. D'accord, donc ça concernant la terminologie ou bien la dénomination des tumeurs en fonction des épithéliums qui donnent naissance. Maintenant, on va commencer par les tumeurs épithéliales malpighiennes, c'est-à-dire c'est l'épithélium malpighien qui a donné naissance à cette tumeur. L'épithélium malpighien, il se trouve normalement au niveau de la peau, c'est ce qu'on appelle l'épiderme, ou bien au niveau des muqueuses, notamment les muqueuses qui recouvrent le tube digestif, et plus précisément au niveau de la bouche, le pharynx, l'œsophage et l'anus, d'accord? Au niveau de la moitié supérieure du larynx, au niveau du vagin et au niveau des parties externes du col utérin, c'est-à-dire au niveau de l'exocole. Normalement, vous connaissez très bien l'histologie normale et vous avez déjà vu que cette partie ou bien ces organes au niveau du tube digestif, au niveau du larynx, vagin et l'exocole sont recouverts par un épithélium de type malpighien, c'est-à-dire une muqueuse malpighienne. Ou bien il s'agit d'une muqueuse malpighienne métaplasique, d'accord? C'est-à-dire une muqueuse malpighienne qui est anormalement située dans un organe. Par exemple, une métaplasie malpighienne d'un épithélium glandulaire au niveau des branches ou bien au niveau du larynx. Donc, on a dit ici que le larynx, il y a sa moitié supérieure, elle est rouverte par un épithélium malpighien. La partie inférieure, normalement, elle est de type respiratoire. Suite à des phénomènes surtout inflammatoires chroniques, cette muqueuse de type respiratoire peut être remplacée par une autre muqueuse ou bien un autre type de muqueuse. C'est ce qu'on appelle une muqueuse malpighienne métaplasique, d'accord? Qui peut être le siège d'une
tumeurs malpighiennes bénignes ou bien malignes. D'accord? On a aussi les métaplasies malpighiennes au niveau de l'urothélium qui recouvre les voies excrétrices urinaires. Normalement, les voies excrétrices sont recouvertes par un épithélium de type urothélien. Il peut être le siège d'une métaplasie malpighienne suite, comme j'ai déjà dit, à des phénomènes inflammatoires chroniques. D'accord? On va commencer par les tumeurs malpighiennes bénignes. On a dit que les tumeurs malpighiennes bénignes sont appelées les papillomes. Au niveau des épithéliums malpighiens cutanés et ORL, on parle de papillomes. Et au niveau des muqueuses génitales et anales, on parle de condylomes. C'est-à-dire, les condylomes, c'est l'équivalent des papillomes, mais c'est au niveau des muqueuses génitales et anales. D'accord? C'est la même chose. Condylome ou papillome, c'est la même chose, mais seulement c'est le siège de la lésion qui n'est pas le même. D'accord? Alors, les papillomes, c'est surtout de siège cutané ou bien muqueux. Ce sont des lésions souvent causées par une infection à HPV, c'est ce qu'on appelle les papillomavirus humains, d'accord? Il se voit sous forme d'une lésion bénigne qui est végétante, c'est-à-dire qui fait saillie, comme vous la voyez ici, au niveau de l'épiderme. Donc, c'est une excroissance cutanée, végétante, mais elle reste bénigne. Alors, histologiquement, ce papillome correspond à 3 lésions histologiques. Quels sont les critères histologiques de ces papillomes? C'est qu'on va trouver une papillomatose. Alors, c'est quoi les papillomatoses? C'est-à-dire, on va trouver un épaississement de l'épiderme sous forme de papille. Comme vous le voyez ici, sous forme en doigt de gant. Donc, ici, c'est un épiderme normal, recouvert par de la kératine. Et au centre, c'est la lésion qui correspond bien à cette excroissance cutanée. Donc, on va trouver une excroissance sous forme de doigt de gant, c'est ce qu'on appelle une papillomatose. Une acanthose, c'est-à-dire que c'est une lésion, c'est-à-dire c'est un épaississement qui n'est pas normal de l'épiderme, donc un épaississement important par rapport à un épiderme normal, on parle d'une acanthose, et d'une hyperkératose. Une hyperkératose, c'est-à-dire la couche cornée, elle devient épaisse et très marquée. Donc, l'association de ces 3 critères histologiques, c'est-à-dire l'acanthose, c'est-à-dire un épaississement anormal, avec une papillomatose sous forme de papille, et avec hyperkératose, donne ce qu'on appelle le papillome. D'accord? Le condylome, donc bien entendu, il s'agit d'un papillome, mais de siège génital ou bien anal. Donc souvent au niveau de la région génitale et anale, rarement au niveau laryngé. Donc on a dit que c'est une lésion causée par l'HPV. Le papillomavirus est un virus responsable de la formation de ces condylomes. Ce virus se transmet par voie sexuelle, souvent une transmission par voie sexuelle. Et histologiquement, on parle donc d'un condylome acuminé et d'un condylome plan. Alors le condylome plan, il s'agit d'un épaississement plan de l'épiderme, c'est-à-dire comme vous le voyez ici, donc ces petites surélévations au niveau de la région anale, donc vulvo-anale, elle est vulvaire et anale. Et on a le condylome acuminé, c'est l'aspect, donc c'est une excroissance en chou-fleur. Donc je suis en train de décrire le condylome selon son aspect macroscopique. Alors, il y a une collègue qui pose une question sur c'est quoi HPV. Donc vous évitez la question HPV, point d'interrogation. Qu'est-ce que vous voulez savoir? D'accord. Alors c'est quoi l'HPV? C'est le papillomavirus humain. D'accord? D'accord? Donc, c'est un type de virus qui est incriminé souvent dans la genèse de ces condylomes. D'accord? Voilà. On a dit macroscopiquement, on a 2 types ou bien 2 aspects. On a le condylome acuminé et le condylome plan. Le condylome acuminé, ce que vous voyez à droite, c'est une excroissance sous forme de chou-fleur en chou-fleur. D'accord? Et le condylome plan, c'est des surélévations cutanées sous forme nodulaire. D'accord? Comme vous la voyez à gauche. Et histologiquement, on va trouver la même chose, la papillomatose, l'hyperkératose et l'acanthose, mais la caractéristique
ou bien la particularité des condylomes, c'est qu'elles contiennent des cellules appelées des coïlocytes. Ce sont des cellules chargées de virus qui donnent un aspect histologique particulier, sous forme de cellules mapiguiennes superficielles, pourvues d'un cytoplasme clarifié en halo, avec un noyau irrégulier, d'accord? Avec un noyau irrégulier et hyperchromatique par rapport aux autres cellules malpighiennes. Donc, la présence de ces coïlocytes nous permet d'évoquer l'étiologie virale, notamment HPV, dans la genèse de ce condylome. D'accord? D'accord, assez clair? Alors, les caractéristiques des coïlocytes, donc je reprends. C'est une cellule malpighienne intermédiaire généralement, c'est-à-dire qu'on a au niveau de l'épithélium malpighien, on va trouver plusieurs couches pseudo-stratifiées. On a les couches des cellules profondes, on a la couche des cellules intermédiaires et la couche superficielle. Alors, les coïlocytes se trouvent surtout au niveau des couches intermédiaires. D'accord? C'est une cellule malpighienne de siège intermédiaire ou bien de type intermédiaire qui a un cytoplasme clarifié en halo clair périnucléaire avec des noyaux irréguliers et hyperchromatiques. Alors, cet aspect est causé par l'HPV. D'accord? Alors, vos collègues réclament de désactiver vos micros. Alors, s'il vous plaît, désactivez vos micros. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est clair pour les coïlocytes? C'est clair? On passe. Alors, je passe. Alors, quand on a plusieurs papillomes, on parle de papillomatose. Et quand on a plusieurs condylomes, on parle de condylomatose. Et sachez que le degré de dégénérescence des papillomatoses et de condylomatose, il est important par rapport aux lésions uniques. D'accord? Donc, c'est-à-dire la dégénérescence, c'est la transformation en carcinome épidermoïde. D'accord? On enchaîne pour les tumeurs malpighiennes malignes, c'est-à-dire les carcinomes épidermoïdes. Ils se développent comme pour les lésions bénignes au niveau des épithéliums malpighiens qui se trouvent au niveau de la peau ou bien au niveau de... D'accord. Donc, au niveau, c'est-à-dire le même siège que les papillons, ou bien au niveau d'une muqueuse malpighienne métaplasique. D'accord? L'aspect macroscopique des carcinomes épidermoïdes se voit sous forme de trois types. On a les lésions qui se voient sous forme de lésions de formation végétante, c'est-à-dire bourgeonnante. Elle est sous forme d'une formation surélevée. Donc voilà, elle est végétante par rapport à la surface de la muqueuse. Il y a des tumeurs ulcérées sous forme d'une ulcération, d'accord? Il y a des lésions planes et infiltrantes. Et les lésions les plus, ou bien l'aspect le plus commun des carcinomes épidermoïdes, c'est la forme mixte, c'est-à-dire ulcéro-bourgeonnant et infiltrant. D'accord? C'est l'aspect macroscopique le plus fréquent des carcinomes épidermoïdes. Là, donc vous voyez l'aspect ulcéré au niveau de l'œsophage. Donc, c'est la face interne. Donc, c'est une œsogastrectomie. Elle est ouverte. Ce que vous voyez, c'est la lumière de l'œsophage. Donc, tout ça, c'est l'œsophage. Et en bas, c'est l'estomac. D'accord? Donc, l'aspect de ce carcinome épidermoïde, il a un aspect macroscopique sous forme d'ulcération. Et en bas, il s'agit d'un larynx. Alors, ce que vous voyez, c'est la face interne du larynx, d'une pièce de laryngectomie, où la tumeur, elle est bourgeonnante. D'accord? Alors, histologiquement,
quel est l'aspect histologique d'un carcinome épidermoïde, ou bien, si vous voulez, quels sont les critères architecturaux et cytologiques de malignité qui nous permettent de poser la malignité de cette lésion ou bien de cette prolifération malpighienne. C'est en premier la désorganisation de l'architecture. C'est-à-dire que vous allez trouver un aspect désorganisé par rapport à une muqueuse malpighienne normale. D'accord? On va trouver des atypies cytonucléaires, c'est-à-dire des variations de la taille du cytoplasme et des noyaux d'une cellule à une autre. L'infiltration des tissus de voisinage, c'est-à-dire on va trouver une infiltration et un envahissement des organes qui entourent, ou bien des tissus, pardon, pas forcément les organes, des tissus qui se trouvent aux alentours de l'organe atteint. Et bien sûr, le stroma réaction, qui est le tissu de soutien indispensable pour la prolifération de ce cancer. D'accord? Donc, voici quelques images histologiques d'un carcinome épidermoïde. Il est bien différencié et mature, c'est-à-dire il est kératinisant. Alors là, vous remarquez que j'ai rajouté au carcinome épidermoïde deux critères, la différenciation et la maturation, c'est-à-dire la kératinisation. Alors, la différenciation, c'est en fonction de la ressemblance, donc c'est le degré de ressemblance de la tumeur à un épithélium malpighien normal. On parle d'un carcinome bien différencié quand il y a une ressemblance importante avec l'épithélium malpighien normal. Et on parle d'un moyennement différencié quand le degré est moyen. Et on parle d'un peu différencié, vraiment, ça devient un cancer très indifférencié et qui ne ressemble pas à un épithélium malpighien normal, c'est-à-dire classique. Et la kératinisation, c'est est-ce que ces cellules tumorales élaborent ou bien produisent ce qu'on appelle la kératine. D'accord? Généralement, la kératinisation, elle est fréquente au niveau des carcinomes épidermoïdes, bien différenciés et moyennement différenciés. D'accord? D'accord, c'est clair? Oui, madame. Alors, on a parlé des lésions malpighiennes bénignes ou bien des tumeurs bénignes, les papillomes. On a parlé des carcinomes. Il faut savoir qu'il y a des états précancéreux ou bien des états intermédiaires entre la bénignité et la malignité. C'est ce qu'on appelle les dysplasies. D'accord? Les dysplasies, donc se définissent comme étant de lésions précancéreuses, d'accord, qui peuvent se développer ou bien se dégénérer en cancer, d'accord. Et les lésions précancéreuses sont souvent causées par des facteurs externes, notamment au niveau de la peau, l'exposition au soleil. Au niveau du col-utérin, c'est l'infection, par exemple, à HPV. Au niveau du poumon et des bronches, c'est l'exposition au tabac. D'accord? Et ces dysplasies, s'ils sont non diagnostiquées et non pris en charge à temps et non traitées, donc logique, ça va vers un cancer. D'accord? Donc, les dysplasies, ce sont les lésions précancéreuses. Il faut savoir qu'il y a deux types de dysplasies. On a les dysplasies de bas grade qui peuvent disparaître et les dysplasies de haut grade et de carcinome in situ qui évoluent systématiquement vers un carcinome épidermoïde, c'est-à-dire un cancer infiltrant. D'accord? Donc, c'est clair? On enchaîne Oui, c'est clair. avec les tumeurs glandulaires. Alors, concernant les tumeurs glandulaires, c'est-à-dire, ce sont des tumeurs qui se développent aux dépens de l'épithélium glandulaire. Alors, cet épithélium glandulaire se trouve soit au niveau des organes creux, par exemple le tube digestif, les canaux excréteurs, ou bien au niveau des organes pleins, par exemple le sein, le pancréas, la prostate et le foie. On a dit que la dénomination, elle est adénome quand il s'agit d'une tumeur bénigne et adénocarcinome quand il s'agit d'une tumeur glandulaire maligne. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, vous posez vos questions correctement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que je répète? Qu'est-ce que je dois répéter? Qu'est-ce que je dois répéter? Je vous entends.
Qu'est-ce que je dois répéter, mademoiselle? Bien, monsieur. Je répète la partie glandulaire. D'accord, la partie glandulaire. D'accord? On a dit que les tumeurs glandulaires se développent à partir de l'épithélium glandulaire qui peut se trouver au niveau des organes creux, par exemple comme le tube digestif, ou bien les organes pleins, par exemple le sein, le pancréas, la prostate et le foie. Je suis en train de vous donner des exemples. Donc voilà, d'un épithélium glandulaire qui se trouve soit au niveau d'un organe creux ou bien d'un organe plein. D'accord? On parle d'un adénome quand il s'agit d'une tumeur bénigne ou bien d'un adénocarcinome quand il s'agit d'une tumeur maligne. D'accord? Pardon? On va commencer par les tumeurs glandulaires. Les tumeurs glandulaires bénignes qui se développent aux dépens des organes, au niveau des organes creux, d'accord? Au niveau des organes creux. Donc là, j'ai pris comme type de description le tube digestif, d'accord? Donc j'ai pris comme exemple ou bien comme type de description des tumeurs bénignes qui se développent au niveau, aux dépens des organes creux. Là, le tube digestif. Donc, il s'agit macroscopiquement, donc je parle des tumeurs glandulaires bénignes, d'une tumeur ou bien d'une lésion qui fait saillie au niveau de la surface des muqueuses et on parle de ce qu'on appelle le polype. Ce polype, il peut être plan ou bien rattaché par un pédicule, c'est ce qu'on appelle les polypes sessiles ou bien les polypes pédiculés. Alors, les polypes sessiles sont des polypes qui sont dépourvus d'un pédicule, d'accord? Et les polypes plans, et les polypes pédiculés, ce sont les polypes qui sont pourvus par, ou bien soutenus par, ou bien rattachés à la muqueuse par un pédicule. D'accord? Alors, le siège de prédilection, c'est au niveau recto-sigmoïdien. Généralement, ce sont des polypes de petite taille qui ne dépassent pas les 1 cm. Et histologiquement, on a 3 types. On a les adénomes tubuleux, les adénomes vileux et les adénomes mixtes. D'accord? C'est en fonction de l'architecture. Donc, c'est en fonction de l'architecture histologique de ces polypes. Donc, j'ai bien dit que le polype, il s'agit d'une surélévation au niveau de la muqueuse glandulaire qui peut être sessile, c'est-à-dire non pédiculée, c'est-à-dire elle est rattachée directement sur la muqueuse, ou bien pédiculée quand elle est rattachée à la muqueuse par un pédicule. D'accord? Les types histologiques, on a dit que en fonction de l'architecture, on parle d'un adénome tubuleux, vileux ou bien mixte. D'accord? Donc là, 2 exemples. Donc d'un adénome, plutôt d'un polype laryngé. C'est quoi un pédicule? Un pédicule, donc il s'agit d'un axe, si vous voulez, qui rattache l'adénome ou bien le polype, voilà, avec la muqueuse. Et on parle d'un pédicule. Donc, si vous voulez, c'est le pied du polype. D'accord? D'accord? C'est clair. OK? OK? Donc, c'est 2 types d'un adénome sessile au niveau de la muqueuse colique et ici, c'est au niveau laryngé. Donc, vous voyez que cette formation ou bien cette surélévation, elle est rattachée directement à la muqueuse. D'accord? Et là, c'est un polype pédiculé. Donc, vous voyez que cette prolifération ou bien cette lésion adénomateuse, d'abord, il s'agit d'une partie ou bien d'une partie d'un côlon, c'est ce qu'on appelle les résections segmentaires coliques. Elle est ouverte et ce que vous voyez, c'est la lumière colique. D'accord?
Donc, on trouve un polype. C'est une formation polypeuse. Vous notez qu'elle est vraiment de petite taille, donc qui ne dépasse pas les 1 cm, et rattachée à la muqueuse par un pédicule. D'accord? C'est le pied du polype, si vous voulez, et c'est ça qui fait le rattachement de ce polype avec la muqueuse colique. D'accord? Histologiquement, donc on a parlé qu'il y a 3 types. On a l'adénome tubuleux, l'adénome vileux et l'adénome mixte. D'accord? L'adénome tubuleux, si vous voulez, vous allez trouver plusieurs tubes, ou bien c'est une prolifération excessive des glandes. D'accord? Vous allez trouver plusieurs glandes. D'accord? Qui font saillie au niveau de la lumière colique. D'accord? C'est une prolifération excessive des glandes qui va donner ce qu'on appelle le polype ou bien l'adénome tubuleux. Et l'adénome vileux, il est fait, comme son nom l'indique, par des villosités. D'accord? Donc, cette prolifération, elle est aux dépens des villosités. C'est-à-dire que le polype, il est fait essentiellement ou bien à 100% par des villosités. Et le mixte, vous allez trouver des glandes et des villosités. D'accord? C'est clair? Oui, madame. D'accord. Donc, il s'agit bien entendu de lésions bénignes, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver des désorganisations architecturales, c'est-à-dire on va trouver des glandes normales ou bien des tubes normaux, mais en excès. On ne va pas trouver des atypies, on ne va pas trouver des signes d'agressivité, ni des emboles vasculaires, ni d'envahissement des tissus de voisinage, ni stroma-réaction, c'est-à-dire je suis en train de noter les critères histologiques de malignité. Les critères histologiques de malignité sont absents dans ces lésions bénignes glandulaires, d'accord? Par contre, ces adénomes peuvent être le siège de dysplasie, c'est-à-dire d'un état précancéreux, c'est-à-dire d'une désorganisation architecturale, mais précancéreuse, d'accord? C'est-à-dire à un degré faible par rapport à un cancer, d'accord? C'est ce qu'on appelle les lésions de dysplasie. Et ces lésions de dysplasie sont surtout, alors les lésions de dysplasie sont surtout présentes au niveau de la composante vileuse, d'accord? Alors, l'adénome vileux, il est le plus souvent plus dysplasique que l'adénome tubuleux. Il y a 2 types, ou bien 2 degrés de dysplasie. Il y a les dysplasies de bas grade, il y a les dysplasies de haut grade, d'accord? Donc, c'est clair pour les tumeurs glandulaires bénignes. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on enchaîne avec les tumeurs glandulaires malignes, c'est-à-dire les adénocarcinomes. D'accord? Alors, les adénocarcinomes peuvent se voir sous forme de lésions bourgeonnantes. D'accord? Sous forme d'une lésion bourgeonnante, ulcérée ou bien ulcéro-bourgeonnante et infiltrante. D'accord? Donc, voici des images macroscopiques d'un adénocarcinome, c'est-à-dire une tumeur glandulaire maligne, au niveau colique toujours. En bas, elle est ulcéro-bourgeonnante et infiltrante. Donc, vous voyez qu'il y a un épaississement de la muqueuse colique est centrée par un cratère central, c'est l'ulcération, et elle est infiltrante à la coupe. D'accord? Et ici, elle est purement bourgeonnante et infiltrante. D'accord? Donc, ce sont des aspects, l'aspect macroscopique des adénocarcinomes. Maintenant, histologiquement, on va trouver une prolifération carcinomateuse de type glandulaire, c'est-à-dire on va trouver une désorganisation architecturale, des atypies cytonucléaires, une infiltration de la paroi colique, parce que j'ai pris toujours le même type de description qui est le tube digestif, et on va trouver bien sûr le stroma réaction. D'accord?
Donc, on note ici à droite, c'est une prolifération adénocarcinomateuse et à gauche, c'est une muqueuse colique normale. Donc, vous voyez qu'il y a une importante désorganisation architecturale par rapport à ce que vous voyez en noir, ce sont les noyaux. Et le rose, c'est le cytoplasme. Donc, on note ici que les noyaux sont vraiment de siège basal, ils sont calmes avec un cytoplasme qui est mucosécrétant. Et à droite, donc on note qu'il y a une disparition de la mucosécrétion avec des noyaux qui se chevauchent, hyperchromatiques, avec plusieurs figures métotiques. D'accord? Donc, voici toujours un agrandissement de ce cancer. Donc, vous voyez donc, plusieurs figures métotiques avec des noyaux atypiques. Et ici, donc c'est une prolifération adénocarcinomateuse. Alors ici, côté droit, vous notez qu'il y a une infiltration du muscle de la paroi colique. Alors ici, c'est la paroi colique normale. Donc il y a la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Et ici, c'est le cancer qui infiltre la paroi colique. Voilà. Et ici, donc, j'ai pris une image du stroma réaction. Il est de type inflammatoire dans ce cancer. C'est-à-dire, c'est le tissu de soutien indispensable pour la prolifération de ce cancer. D'accord? Voilà, ce sont les critères cytologiques et histologiques de malignité d'un adénocarcinome. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Voilà, on enchaîne avec les tumeurs glandulaires qui se développent au niveau d'un organe plein, c'est-à-dire c'est le parenchyme exocrine d'un organe plein, par exemple le foie, le pancréas, le sein, l'ovaire, la prostate et le rein. Donc ce sont des organes pleins, mais qui contiennent un parenchyme exocrine de type glandulaire. D'accord? Donc j'ai pris comme type de description le sein, comme c'est le cancer vraiment qui est devenu très fréquent, qui peut se voir chez la femme jeune ou bien chez la femme âgée. Il est devenu très, très fréquent chez la femme jeune. Alors, il se forme d'une masse qui est mal limitée. Alors, dans cette diapo, elle est bien limitée. Ça correspond à un autre type de cancer. Donc, généralement et souvent, c'est une tumeur qui a des limites irrégulières stellaires et qui a, donc, comme vous la voyez ici, donc c'est des limites irrégulières. D'accord? Avec une consistance qui est dure et une couleur généralement blanchâtre. Donc voilà, qui infiltre le parenchyme mammaire et qui peut infiltrer la peau ou bien en bas la paroi thoracique. D'accord? C'est en fonction de quel critère de malignité? Je répète, quel critère de malignité? Voilà. Alors, histologiquement, en fait, les critères de malignité, que ce soit le malpigien, le glandulaire ou autre cancer, ça reste pratiquement la même chose. C'est toujours la différenciation, d'accord? D'accord? La différenciation, c'est-à-dire le degré de la désorganisation architecturale par rapport à l'épithélium qui a donné naissance. Ce sont aussi les atypies cytonucléaires. Donc, j'ai bien dit, c'est la variation de la taille des noyaux et des cytoplasmes d'une cellule à une autre. C'est l'infiltration de l'organe en lui-même et des tissus avoisinants quand une tumeur, quand il s'agit d'un cancer très agressif. D'accord? Et le stroma réaction, donc c'est très important pour la prolifération de ce cancer. D'accord? Et bien sûr, on a aussi les emboles vasculaires et les engainements périnerveux, donc sont très fréquents. Ce sont des critères de malignité très importants, d'accord, dans les cancers. D'accord? Oui. Le stroma réaction, alors c'est quoi le stroma de réaction? Donc, comme vous l'avez dit, donc c'est un tissu conjonctif, voilà, où cheminent les néovaisseaux, d'accord, c'est-à-dire les nouveaux capillaires et les nouveaux vaisseaux, d'accord, qui soutiennent et qui nourrissent le cancer.
D'accord? Donc, c'est ça le stroma réaction. Certes, c'est un décès conjonctif, mais qui est adapté pour la prolifération de ce cancer. Donc, est-ce que c'est clair? C'est quoi la dysplasie? C'est quoi dysplasie? Quelle est votre question? C'est quoi la dysplasie? La dysplasie, il s'agit, donc j'ai bien dit, d'un état précancéreux. Oui, c'est un état précancéreux. C'est-à-dire c'est l'état ou bien c'est l'étape qui précède le cancer. C'est une lésion précancéreuse, certes, que ce soit au niveau malpigien ou bien au niveau glandulaire, il s'agit de lésion précancéreuse. C'est-à-dire, on est arrivé à une désorganisation architecturale avec des atypicités nucléaires qui ne nous permettent pas de dire que c'est un cancer, mais on est avant le cancer. Si ces lésions précancéreuses ne sont pas traitées et ne sont pas des lésions bénignes, donc j'ai bien dit que ce sont des étapes précancéreuses, ce sont des lésions intermédiaires. Quand il s'agit souvent d'une lésion de bas grade ou bien d'une dysplasie de bas grade, généralement, ça peut disparaître. Mais quand il s'agit de lésions de haut grade, généralement et souvent, je dis bien souvent, ce sont des lésions qui peuvent rester à l'état au grade ou bien souvent, dans 90% si vous voulez, ça évolue vers un cancer. D'accord? D'accord? Voilà. Maintenant, on va voir les tumeurs neuroendocrines. Donc, ce sont vraiment des tumeurs qui sont classées à part. D'accord? Et qui se développent soit au niveau d'un organe endocrine bien individualisé, comme par exemple des glandes bien connues comme l'hypophyse, comme la thyroïde, la parathyroïde, la surrénale, le pancréas, la partie endocrine bien sûr du pancréas, c'est un organe mixte, et les organes, c'est-à-dire génitales, notamment les gonades, c'est-à-dire les testicules et les ovaires. D'accord? Ou bien des systèmes endocriniens diffus, c'est ce qu'on appelle le système. D'accord? C'est ce qu'on appelle le système APUD. Donc, ce sont des systèmes qui sont dispersés, soit au niveau de la peau, au niveau du tube digestif, au niveau des branches, ou bien au niveau, il a d'autres localisations. Donc là, j'ai donné les localisations les plus fréquentes du système endocrinien diffus. C'est surtout le tube digestif, la peau et au niveau des branches. D'accord? Donc, c'est ça qui explique la genèse ou bien l'apparition de cancers endocrines dans un organe ou bien dans un tissu qui n'est pas endocrine. D'accord? Est-ce que vous compreniez un petit peu? Donc, j'ai dit que les tumeurs neuroendocrines peuvent se développer aux dépens des glandes endocrines, c'est-à-dire un organe bien individualisé, ou bien au niveau du système endocrinien diffus, c'est ce qu'on appelle le système APUD. D'accord? Quels sont les caractères communs de ces tumeurs neuroendocrines? C'est qu'ils ont des sécrétions ou bien des grains neurosécrétoires intracytoplasmiques qui peuvent être mis en évidence par technique histochimique ou bien immunohistochimique. Ce sont des techniques complémentaires qu'on utilise en anapathe. D'accord? Mis à part la technique de routine ou bien les colorations de routine standard, on peut utiliser des techniques complémentaires, donc à travers desquelles on peut individualiser ces granulations ou bien ces grains neurosécrétoires intracytoplasmiques, notamment la coloration de Gremillius qui permettent la coloration argentique Gremillius, donc voilà, qui permettent d'individualiser ces grains neurosécrétoires, ou bien par technique immunohistochimique en utilisant des marqueurs neuroendocrines. Alors, les marqueurs qu'on utilise, nous, dans notre laboratoire, et ce sont les marqueurs les plus fréquents,